l'exercice numéro 7, il s'agit cette fois-ci de réfléchir sur une production multi-établissement. Donc on a une entreprise qui ne fabrique qu'un seul bien. Par contre, elle a la possibilité d'arbitrer entre une production qui serait faite intégralement dans une usine ou bien alors une production qui serait faite dans plusieurs usines. On n'a qu'un seul bien, mais on a potentiellement plusieurs sites de production du même bien. Et donc l'exercice qu'on va traiter permet de voir comment arbitrer entre ces différentes solutions. Le paramètre qui va être pris en compte est celui du coût. Le producteur rationnel va minimiser son coût et donc on va chercher en fait à comparer les situations dans lesquelles on a un coût de fabrication associé à une seule usine ou alors un coût de fabrication associé à plusieurs usines. Dans les questions qui nous sont proposées, on s'interrogera également sur la notion de profit. Au-delà du coût de fabrication et de sa minimisation, on ira voir quel est l'impact de ces différentes hypothèses sur le profit de l'entrepreneur. Dans la partie A, on cherchera donc à étudier et représenter le coût marginal, le coût moyen, le coût variable moyen. Dans une deuxième question, on cherchera à établir la fonction d'offre de l'entreprise. Et dans la troisième question de la partie A, on calculera la production optimale avec un prix déterminé. On en déduira la valeur du profit de l'entrepreneur dans ce cas de figure. Dans la partie B, on fait l'hypothèse de l'apparition d'un deuxième site de production. On va donc, dans une première question, comparer nos deux fonctions de coût, voir si elles sont comparables ou pas. Dans une deuxième question, on partira d'une quantité produite donnée, à savoir 200 produits, et on cherchera à savoir quelle est la répartition optimum de production sur chacune des deux usines. Dans une troisième et dernière question de la partie B, on cherchera à voir quelle est la répartition entre ces deux usines dans le cas de figure où le coût de production est identique dans chacune des deux usines. Partie A, première question, on nous interroge sur le coût marginal. Alors le coût marginal, c'est la dérivée du coût total. Le coût total nous est fourni par l'énoncé, il est sous cette forme. On va donc faire la dérivée de cette fonction par rapport à QA. Donc QA étant les quantités de biens qui vont être fabriqués dans l'usine A. On obtient donc 2 tiers multiplié par 3QA au carré, donc 2QA carré, moins 5 fois 2, 10 QA, plus 18. Ici, on cherche maintenant à établir la quantité QA qui est telle que ce coût est minimum. Alors, on cherche ici le minimum d'une fonction qui est en fait une parabole. Et on sait que pour une parabole, le minimum est atteint en moins b sur 2a. Donc ici, on va avoir b qui est égal à moins 10 et a qui va être égal à 2. Donc la quantité qui va minimiser cette parabole-là, ce n'est pas la peine d'aller chercher la dérivée, etc. On peut directement l'identifier. C'est moins b sur 2a, à savoir 5/2. Le coût moyen, lui, est donné par la division entre le coût total et QA. Donc on prend le coût total qu'on divise par QA et on obtient 2 tiers de QA au carré, moins 5QA, plus 18. On obtient là aussi une parabole et par la même caractéristique mathématique que précédemment, on peut écrire que la variable QA qui minimise notre coût moyen sera égale à moins 5 sur 2 facteur de 2 tiers. On résout un petit peu cela et on obtient 15 quarts. Donc cela signifie que pour la quantité QA est égale à 15 quarts, notre coût moyen est minimum. Cette écriture nous permet également de trouver une donnée qui est le seuil de rentabilité. Alors on va pouvoir déduire de notre écriture le prix en deçà duquel l'entrepreneur n'est pas rentable et à partir duquel il est rentable. On sait que le seuil de rentabilité, c'est le minimum du coût moyen. Donc on va chercher le prix lorsqu'on est avec une quantité QA qui permet de minimiser le coût moyen. Ici, cette quantité, c'est 15 quarts, on vient de l'établir. Donc on cherche le coût moyen de 15 quarts et on obtient 8,625. Ça veut donc dire qu'à un prix qui est égal à 8,625, on est au seuil de rentabilité de notre entrepreneur qui fera des pertes si le prix est inférieur à ce montant et qui fera des profits si le prix est supérieur à ce montant. Qu'en est-il du coût variable moyen?
Alors, dans l'écriture de notre fonction de coût, on observe que chacun des membres est proportionnel à la quantité QA. Donc en fait, on n'a pas de coût fixe. Ici, coût fixe est égal à 0. Donc cela signifie que le coût variable moyen est le même que le coût moyen que nous avons calculé au-dessus, et donc on retrouve la même écriture. Pour la représentation graphique, eh bien, on obtient le graphe suivant avec en rouge le coût moyen, en bleu le coût marginal, et donc on cherchait ce point qui est notre seuil de rentabilité. Donc on voit bien en lecture qu'il est à 8,625, et donc pour une quantité un petit peu inférieure à 4, c'est le minimum de notre coût moyen. On nous demande ensuite d'établir la fonction d'offre. Alors la fonction d'offre, c'est la partie croissante du coût marginal qui est située au-dessus du coût moyen. Donc ici, on avait identifié dans la question précédente le seuil de rentabilité avec un prix donc à 8,625. Donc ça veut dire qu'entre un prix qui est compris entre 0 et 8,625, l'entrepreneur est en deçà de son seuil de rentabilité. C'est également son seuil de fermeture puisque il n'y a pas de coût fixe, donc l'entrepreneur ne produit pas si le prix est inférieur à 8,625. À partir du moment où le prix atteint et dépasse 8,625, alors le producteur se met à produire en quantité définie par son coût marginal. Et donc graphiquement, on obtient cette courbe-là qui est d'abord une verticale puisque l'entrepreneur ne produit pas, puis il y a un saut jusqu'à ce point-là qui est notre seuil de rentabilité, et ensuite la courbe d'offre va suivre le coût marginal. Pour terminer cette première partie, on nous proposait un prix qui est égal à 18 et on nous demandait quelle est la situation pour l'entrepreneur si le marché nous donne un prix égal à 18. Donc on va reprendre le fait que le prix est égal au coût marginal, on va simplement remplacer le prix par la valeur que nous donne l'énoncé, à savoir 18. Donc ici on peut simplifier de part et d'autre du signe égal par 18, on obtient 2QA au carré moins 10QA qui est égal à 0. Je factorise QA et j'obtiens QA facteur de 2QA moins 10 égale à 0. Donc deux hypothèses, soit QA est égal à 0, pour que l'ensemble de cette écriture soit égal à 0, ce qui est une solution qui économiquement nous intéresse assez peu, puisque ça signifie que l'entrepreneur ne produit pas. Deuxième solution, 2QA moins 10 est égal à 0, là ça va plus nous intéresser, puisqu'on va arriver à l'idée que QA est égal à 5. Donc ça veut dire qu'à un prix qui est égal à 18, 18 est bien situé au-delà de 8,625, est au-delà du seuil de rentabilité, donc en théorie notre entrepreneur doit produire et il va produire une quantité QA qui est égale à 5. On peut déterminer le profit de l'entrepreneur avec ces données-là. Alors je vais utiliser la formule suivante, je vais chercher le profit unitaire que je vais multiplier par les quantités vendues. Donc le profit unitaire, c'est le prix de vente moins le coût moyen. Donc le prix de vente, je le connais, c'est 18. Et le coût moyen, eh bien c'est le coût moyen avec 5 unités produites. Donc c'est le coût moyen pour QA égale 5. Et si vous faites le calcul, vous obtenez 9,67. Donc ça fera 18 moins 9,67 multiplié par les quantités vendues, à savoir 5, qu'on retrouve ici. Et ça nous donne un profit qui est égal à 41,67. Partie B, première question, on nous demande de comparer les fonctions de coût de nos deux sites de production. Alors ils sont regroupés ici, on a la première qu'on a déjà travaillée dans la partie A, et puis on a la deuxième fonction de coût de l'entreprise ici. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que la différence majeure, c'est qu'ici on a une partie de l'écriture, un membre de l'écriture, qui n'est pas proportionnel aux quantités produites. Donc l'idée c'est de se dire qu'on a des coûts fixes dans cette deuxième usine alors qu'on n'avait pas de coûts fixes dans la première. On pourrait interpréter ça autrement aussi. On se rappelle que à long terme, l'ensemble des coûts sont variables et qu'il n'y a pas de coûts fixes. À court terme, on peut avoir des coûts fixes. Donc une autre manière d'interpréter ces deux écritures serait de dire que peut-être que la fonction de coût qui nous est proposée là est une fonction de long terme, et que cette fonction-là serait une fonction de court terme. On n'a pas d'éléments qui nous permettent de trancher, néanmoins, si on nous donne une fonction de court terme et une fonction de long terme à comparer,
ça n'a pas vraiment de sens au niveau économique. C'est-à-dire qu'en fait, on compare le coût d'une usine aujourd'hui et le coût d'une usine dans 15 ans. C'est pas la même chose, et donc on compare des choses qui sont incomparables. Donc il est peu probable qu'on aille dans cette logique-là. L'idée, c'est probablement de dire qu'ici, voilà, l'ensemble des coûts ont pu être variabilisés. Par exemple, on a fait énormément d'appels à des prestataires extérieurs, etc. Donc on n'aurait pas de coût fixe, bien qu'on soit à court terme. Et ici, eh bien, on est à court terme, donc de manière assez traditionnelle, on observe des coûts fixes. Voilà. Donc peut-être que cette première usine fait appel à énormément d'externalisation, elle a variabilisé ses charges fixes. On peut peut-être aussi considérer que ce sont des coûts irrécupérables. Donc les coûts irrécupérables sont par exemple les coûts de création de l'entreprise. Et donc peut-être que cela correspondrait à dans cet établissement B, là, ici, à des coûts irrécupérables qui n'auraient pas été subis ici, dans l'usine A. Deuxième question, on sait qu'on veut produire 200 unités et on s'interroge sur le profit qui va être celui de l'entrepreneur. Alors on va écrire le programme de notre entrepreneur. Donc notre programme, ça va être l'idée qu'on va minimiser le coût sous une contrainte de quantité qui nous est donnée. On sait qu'on veut fabriquer 200 unités. Donc le coût subi par l'entrepreneur, c'est le coût subi dans l'usine A plus le coût subi dans l'usine B, sachant que les quantités QA et QB, on ne les connaît pas et il n'y a aucune raison a priori qu'elles soient égales. Donc il y aura une certaine quantité fabriquée dans l'usine A, une certaine quantité fabriquée dans l'usine B. Et en fait, c'est la maximisation du profit qui va faire la répartition entre les deux. Du coup, on va écrire le programme du producteur sous cette forme. Du coup, on peut en déduire le Lagrangien sous cette forme-là. On a donc le coût total de l'entreprise A plus le coût total de l'entreprise B plus lambda, facteur de notre contrainte égale à 0. Pour résoudre le Lagrangien, on va faire nos dérivés du Lagrangien par rapport à QA, QB et lambda. La dérivée du Lagrangien par rapport à QA nous donnera donc le coût marginal de l'usine A moins lambda, puisqu'on dérive par rapport à QA et ce sera égal à 0. La dérivée du Lagrangien dérivée par rapport à QB nous donnera le coût marginal moins lambda égale à 0. Et la dérivée par rapport à lambda nous redonne notre contrainte. On a donc les coûts marginaux qui sont chacun égaux au paramètre lambda. On arrive donc au fait qu'à l'équilibre, les coûts marginaux de l'usine A et de l'usine B sont égaux. Donc en fait, l'arbitrage de l'entrepreneur va se faire lorsqu'il va chercher à répartir les quantités sur les deux usines en regardant les coûts marginaux de production et en se disant qu'il va chercher une situation telle que la répartition de quantité A et de quantité B dans l'usine A et dans l'usine B est telle que les coûts des dernières unités produites, les coûts marginaux, sont égaux. L'application de ce résultat à notre exercice en particulier, eh bien, on va identifier ou réidentifier le coût marginal pour l'usine A qu'on avait déjà utilisé dans les questions précédentes. Et on va calculer le coût marginal de l'usine B. Donc pour trouver le coût marginal de l'usine B, on va dériver le coût de B par rapport à QB. Et on obtient 6QB moins 4. Et donc on sait que la répartition optimum entre QA et QB est telle que CM de QA est égal à CM de QB. Autrement dit, ce membre-là est égal à celui-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à isoler QB. Je pourrais chercher à isoler QA, il faut en choisir un des deux. Donc ici, je vais chercher à isoler QB, donc j'obtiens, je fais disparaître le moins 4 en rajoutant plus 4 de part et d'autre de mon égalité. Et puis ensuite, je vois que je peux simplifier par 2 de part et d'autre de mon égalité. Donc je divise l'intégralité par 2. Et ensuite, je cherche à isoler QB, donc en multipliant la partie gauche de mon égalité par 1/3. Et donc j'obtiens une écriture de QB en fonction de QA. Cette écriture, je vais pouvoir la réintégrer dans ma contrainte de production. Ma contrainte de production, c'était l'idée que tout ce qui est fabriqué dans l'usine A plus tout ce qui est fabriqué dans l'usine B, ça doit faire 200 unités. Et donc en remplaçant QB par la valeur que je viens de trouver qui est exprimée en fonction de QA, eh bien je n'ai plus une seule variable dans cette équation-là, c'est la quantité qui sera fabriquée dans l'usine A.
Et donc par déduction, je pourrais me dire dans un deuxième temps, une fois que je saurai quelle est la valeur de QA, je pourrais me dire ce qui n'est pas fabriqué dans l'usine A est forcément fabriqué dans l'usine B. Donc ce qui sera fabriqué dans l'usine B, ça sera 200 unités, le total, moins ce qui est déjà fabriqué dans l'usine A, c'est-à-dire QA. Donc il faut maintenant identifier QA. Alors je vais je vais développer ici ma parenthèse et appliquer le 1/3 à l'ensemble des éléments qui sont dans la parenthèse. J'obtiens cette écriture-là. Pour aller plus loin, je vais mettre l'intégralité de ces paramètres sous le même dénominateur. Donc ici, tout est divisé par 3, sauf ces deux membres de l'écriture. Donc je vais les réécrire en divisant par 3. Et ensuite, je vais multiplier par 3 l'ensemble des membres de l'écriture, ce qui va me permettre ici d'obtenir ceci. Ce que je vais faire dans un deuxième temps, eh bien, c'est tout écrire du même côté du signe égal. Donc j'obtiens ici un trinôme. Et il va donc falloir trouver les racines de ce trinôme. Donc pour mémoire, on a des connaissances mathématiques qui nous permettent d'identifier les solutions. Donc ici, on va calculer x1 et x2 qui vont être les deux solutions possibles de notre trinôme. On va calculer le delta, on a un delta qui est positif, donc on a bien des solutions que nous allons établir à partir des paramètres a égale 1, b égale moins 2 et c est égal à moins 589, et en appliquant les formules qui sont ici. Les deux résultats obtenus pour notre trinôme sont QA1, première possibilité, qui est égale à moins 23,28, ou alors QA2 qui est égal à 25,29. Donc il faut se rappeler ce qu'on est en train de calculer. On est en train de chercher la quantité de biens qui seraient fabriqués dans l'usine A. Donc une valeur négative sur ce type de résultat ne nous intéresse pas. Donc forcément, le résultat qui nous intéresse, nous, c'est 25,29. Ce sera donc la quantité de biens qui sera fabriquée dans l'usine A. Quelle est donc la quantité de biens qui sera fabriquée dans l'usine B? On sait qu'au total, on a 200 unités qui vont être fabriquées. On en fabrique 25,29 dans l'usine A, donc on aura 174,71 unités qui seront fabriquées dans l'usine B. Troisième et dernière question de cette partie. On voit que la répartition entre l'usine A et l'usine B ne sont pas du tout égalitaires. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ou qu'est-ce qu'il faudrait observer pour que, on ait la moitié de la production dans une usine et l'autre moitié dans l'autre usine? Il faudrait tout simplement que du point de vue du producteur, ces deux usines soient parfaitement similaires. Autrement dit, qu'elles aient exactement les mêmes fonctions de coût. À ce moment-là, on pourrait avoir une répartition égalitaire entre l'usine A et l'usine B. C'est cependant à nuancer. On peut imaginer par exemple que ça soit deux usines dans des pays très différents et qu'on ait des coûts de production qui soient similaires, mais par exemple des coûts de transport qui viennent se rajouter ensuite, qui n'auraient pas été pris en compte dans les coûts de production. Et là, il faudrait refaire une optimisation.